Rendez-vous de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce soir, cette édition est en grande partie consacrée aux nouvelles de nos provinces. Bonsoir à toutes et à tous. On prend tout de suite la direction de l'Ituri. Le Premier ministre congolais est arrivé ce mercredi dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'objectif est de procéder à l'évaluation de la situation sécuritaire et d'échanger avec les couches sociales du pays. Notre envoyé spécial à Bunia, Pati Tondouangou, décrit l'ambiance. Sa mission à Goma bouclée, le Premier ministre poursuit sa trajectoire à Bunia. Certes, pour la suite de l'évaluation conjointe de l'état de siège, comme indiqué dans les recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'est autour de 11h15 heure locale, soit 1 heure de moins, heure de Kinshasa, que l'avion du chef du gouvernement a atterri à l'aéroport Murongo de Bunia. Au bas de la passerelle, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kanchama pour l'accueil avec les députés provinciaux, les autorités politico-administratives, les membres du cabinet du Premier ministre, les forces vives de la province. Aussitôt après les honneurs de la police nationale congolaise et de l'armée, l'hôte des marques de Bunia a pris la direction du salon d'honneur pour un tête-à-tête avec les officiels. Au sortir de l'aéroport, le chef du gouvernement a été accueilli par un bain de foule pour cette deuxième fois de sa visite de travail à Bunia depuis son avènement à la primature. La gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre avec les députés ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Jean-Michel Samalukonde Kinge est toujours à la quête d'une solution durable pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province de l'Ituri. En tout cas, ici à Bunia, la mobilisation est tout azimut pour accueillir l'hôte des marques de la province qui est Jean-Michel Samalukonde Kinge, chef du gouvernement. Depuis l'aéroport de Bunia, Pati Tondouangou Kizunda et bien Lusala pour la radio-télévision nationale congolaise. C'est donc la deuxième fois que le chef du gouvernement a foulé le sol de la province de l'Ituri depuis sa prise de fonction. Aussitôt arrivé, Jean-Michel Samalukonde a eu une série d'activités, notamment la visite du stade Kindia dans la commune de Nyakasanza, construit selon les normes de la FIFA par les entreprises Sino Hydro. Il a également présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi aux membres du gouvernement concernés par l'état de siège. C'est réparti avec Pati Tondouangou. La visite du stade Kinzer dans la commune de Nyakasanza, à plus ou moins 8 km du centre-ville, a constitué la première étape de la mission du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kinge à Bunia. Les travaux de ces stades sont exécutés par la société Sino Hydro, suivant les normes et standards de la FIFA. La visite de cette infrastructure sportive s'est faite en compagnie du ministre des Sports Serge Condé, de la communication et des médias Patrick Mouyaya, des infrastructures Alexis Guissaro et d'autres membres du gouvernement. L'aire des Jeux est revêtue de la pelouse synthétique et toutes les autres installations du stade couvrent les travaux effectués à 97%. Sa mission principale étant l'évaluation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri, le Premier ministre a vite fait de présider une réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement concernés, dont les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Daniel Asselo Kito, de la Défense nationale Gilbert Kabanda, de la Justice Rose Mutombo et d'autres membres du gouvernement. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée l'évaluation de l'état des sièges. Conclusion du gouverneur militaire Johnny Luboya Kanchama. Retour ici à Kinshasa, plus de 340 000 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus en 2020. Il s'agit du 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde. C'est dans ce sens qu'un atelier d'élaboration des outils d'évaluation des capacités nationales en matière de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus dans la région africaine a été lancé ce mercredi 13 avril à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé, question de lutter contre cette pathologie. Les précisions de Dien Balaka, Jujun Dibou.
3 jours auront largement suffi aux participants de cet atelier d'élaborer des outils d'évaluation des capacités nationales en matière de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus dans la région africaine. Ces assises, qui s'étendent du 13 au 15 avril 2022 à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé, ne seront seulement théoriques, mais aussi pointuées par quelques séances pratiques. La première phase de cet atelier de formation consiste à l'élaboration des outils qui permettront de faire une descente sur terrain et mener des enquêtes. Selon l'OMS, en 2020, plus de 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde et plus de 10 millions de décès. De cette statistique, le cancer du sein occupe la première place mondiale de toutes les localisations possibles de cancer et représente 11,7% des cancers diagnostiqués. Ces outils contribueront à la lutte de cette pathologie qui prend des proportions inquiétantes. Il était plus que temps d'alerter la population. L'hygiène alimentaire, le dépistage régulier par les calendriers mis en place par le Centre national de lutte contre le cancer constituent les quelques mesures préventives. En République démocratique du Congo, les données statistiques en notre possession font que le cancer du col de l'utérus reste le premier cancer le plus prévalent de tous les types de cancers, donc suivi du cancer du sein. Une fois fini, ces participants vont se déployer dans le 26 provinces pour mettre en application les recommandations qui sortiront de ces travaux. Un atelier sous-régional sur la riposte à la Covid-19 a été ouvert par la vice-ministre de la Santé publique. À la table de ces travaux, la sécurité sanitaire aux frontières des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Edith Yala pour la synthèse. Les points focaux de santé des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC en sigle, sur la riposte à la Covid-19 se retrouvent à Kinshasa pour un atelier sous-régional d'échange d'informations et de partage d'expériences. La tenue de cet atelier est la preuve des engagements des États d'améliorer la sécurité sanitaire et de renforcer la coopération transfrontalière en matière de santé sous-régionale. C'est la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumbankoulou, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC avait adopté en juillet 2020 la stratégie régionale de riposte face à la pandémie de la Covid-19 et pour laquelle 4 axes avaient été retenus, à savoir la prévention de la transmission de la Covid-19, la prévention des décès, l'atténuation des effets sociaux, économiques et sécuritaires et la prévention de la propagation de la Covid-19 dans les régions frontalières. Cet atelier en présentiel et distanciel pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Kinshasa offre 4 jours de réflexion sur la coopération indispensable dans le cadre du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale, REDIC 4, financé par la Banque mondiale. La sécurisation des sociétés minières. On en parle dans ce journal avec cette mise au point sur l'utilisation des éléments de la police nationale congolaise dans la sécurité des personnes et leurs biens à Massissi, dans le Nord Kivu. Voyons cela plus en détail avec Oscar Malkaï. La mission régalienne de la police nationale congolaise, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Il n'est pas question que les éléments de la police travaillent dans des mines en dehors de ceux de la brigade minière, encadrés par le ministère des hydrocarbures et celui des mines. L'ensemble des éléments qui composent le gardien policier qui sont sur notre périmètre sont identifiés, ils sont immatriculés et marchent sur une feuille de route qui est signée mensuellement par le commissariat provincial de la police. Ils sont immatriculés, mais aussi ce sont des policiers qui sont pris en charge par l'État congolais. Des allégations infondées ont été distillées dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu, à l'endroit d'une société minière. La société minière de Missouzo s'acquitte de la taxe de gardiennage chaque mois auprès de la DGRAD pour le service que la police nationale congolaise lui rend au sein de son périmètre de ces installations ici dans la ville de Goma. Voilà l'ensemble des éléments que nous voudrions porter
à votre connaissance en démentant catégoriquement les allégations qui ont été distillées dans les réseaux sociaux et nous affirmons que la SNB travaille dans la légalité au sein de son périmètre d'exploitation dans les territoires de Massissi. Les enquêtes ont été ouvertes pour dénicher les auteurs de ces allégations qui enflamment ces jours-ci la toile. Comment couvrir ses besoins en poisson? Eh bien, le Haut-Katanga y réfléchit depuis hier mardi 12 avril. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a ouvert à cet effet la première table ronde sur l'aquaculture. Et donc, le président de l'Assemblée provinciale et les chercheurs de ce domaine prennent part à ces assises qui vont se dérouler pendant 3 jours au restaurant Balis de Lubumbashi. Les précisions de Didi Mumba. C'est sous le thème « L'aquaculture dans le Haut-Katanga, état des lieux, stratégie et perspectives » qu'a été lancée la table ronde sur la pisciculture. Y prennent part le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, le vice-gouverneur, les députés et ministres provinciaux, les professeurs des universités et les opérateurs aquacoles. Pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Alimentation, cette table ronde voulue par le gouverneur Jacques Kabula Katoué, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui place le bien-être de la population au centre de toute action. La production du poisson en province va assurer la sécurité alimentaire au Haut-Katangais. Fier de la première table ronde sur l'agriculture, base de l'économie diversifiée et solide, le gouverneur de province a rappelé l'objectif principal de ce cadre de réflexion, ralentir, voire freiner la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Les éloges viennent de partout à travers la République et cela constitue une grande fierté pour moi, non seulement pour moi, mais pour toutes les filles et tous les fils du Haut-Katanga. Hier, la province avait initié la politique des villages agricoles. Aujourd'hui, je veux que la province ait des villages piscicoles. C'est pourquoi ces assises, je les veux participatives. Je compte donc sur la contribution de chacun de nous pour qu'ensemble, nous puissions mettre sur pied un cadre qui favorise un meilleur épanouissement dans ce secteur pastoral. Après l'ouverture, les travaux ont été lancés en panel, état des lieux de l'agriculture dans le Haut-Katanga, les stratégies et perspectives et le cas d'expérience. Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement est un parti politique qui se redynamise. Pour ce faire, les comités de coordination et communes politiques ont été installés dernièrement dans la ville, dans la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Tout est fin prêt pour envisager l'échéance électorale qui profile à l'horizon. De la ferveur, de l'enthousiasme au cours de l'installation des comités de coordination des communes politiques, de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ABD, pour les comptes de la sous-fédération de Lubumbashi 2, question de mettre en musique la cartographie électorale. Le président sous-fédéral de Lubumbashi 2, Junior Ouket, a invité tous les participants, principalement les membres installés, à plus d'abnégation et de sacrifices pour porter haut et fort l'étendard de l'ABD et conquérir ainsi les pouvoirs. En présence du président national accompagné du bureau politique, les cadres et militants de l'ABD Lubumbashi 2 ayant rempli comme un œuf. Ces cadres ont démontré à suffisance l'ancrage de ces partis au sein de la population à travers un terme devenu viral, Chizaïnga rassure. Honorable président national, la sous-fédération Lubumbashi 2 est déterminée de vous accompagner et de vous donner beaucoup des élus pour que les soucis et l'élan du développement qui vous caractérisent soient une réalité pour notre pays. La ferveur juvénile et les savoir-faire au profit de la République, l'honorable Cédric Tizaïnga, le meilleur élu de la ville de Lubumbashi, n'est plus à démontrer. Rendons-nous dans la province du Bazuélé où les femmes de cette province étaient autour de leur gouverneur pour parler entrepreneuriat et développement de la province. Une façon pour elles de clôturer officiellement le mois de la femme. Les gouverneurs
gouverneur d'intérim de la province du Bas-Ouélé, son Excellence Rite Badouli Bangossa, a présidé ce 8 avril 2022 à l'explanade de la mairie de la ville de Bouta la cérémonie officielle de la clôture du mois de la femme dans le Bas-Ouélé. À cette occasion, Charlie Kwateba Yeleko, maire de la ville de Bouta, a tenu à souhaiter la bienvenue au numéro 1 de l'exécutif du Bas-Ouélé ainsi qu'à tous les invités qui ont pris part à cette cérémonie. Dans ce mot de clôture du mois de la femme, le gouverneur d'intérim de la province du Bas-Ouélé, Rite Badouli, a exhorté les participants à cette cérémonie à mettre à pratique le thème de l'année 2022 qui est autonomisation de la femme et les changements climatiques. Je lance par ailleurs un appel pathétique à vous, femmes ménagères, femmes cultivatrices, femmes fonctionnaires de l'État, femmes politiciennes et femmes enseignantes chacune à ce qui les concerne, à se donner la peine de planter un arbre dans son milieu de vie. C'est ainsi et ainsi seulement que la réinsertion de chacune de nous sera effective dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Profitant toujours à cette cérémonie, le gouverneur de la province du Bas-Ouélé a procédé à la remise d'une moto neuve marque Audjin à la chef de division du genre famille et enfants du Bas-Ouélé, Madame Charlotte Kolekou Betois. Enfin, un mini défilé de femmes travailleuses et celle de la Fondation Carole Aguido a sanctionné cette cérémonie de la clôture du mois de la femme à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. Là, on part à ici au chef de la province du Haut-Ouélé où le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a animé un atelier qui a eu pour thème « Comment emmener les femmes à gagner les élections prochaines ». Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités et conscientiser les femmes futures candidates et électrices sur les enjeux électoraux. Au nombre des intervenants du jour, Frédéric Kaloubola de l'éducation civique et électorale de la CENI Haut-Ouélé et Patience Mibitile, présidente provinciale de CAFCO Haut-Ouélé. Cette dernière s'est apaisantie sur les objectifs de son organisation citoyenne. L'implication, la participation effective et déterminante des femmes congolaises au processus de la paix, la sensibilisation des différents acteurs et la stimulation des facteurs susceptibles d'assurer l'émergence accrue des femmes dans tous les secteurs d'activité en rapport avec l'économie, la politique sociale et culturelle. Un motif de satisfaction pour Bienvenue à Mundala, autorité morale du parti PSM, membre de l'Union sacrée. Il promet de multiplier ce genre de rencontres pour éveiller la conscience de la femme du Haut-Ouélé. Victorine Cotinaro, chargée du genre, famille et enfants de ces partis, explique. Parti PSM, nous avons déjà commencé à sensibiliser nos mamans, à sensibiliser même nos filles pour gagner les élections de l'an 2023. Ces assises ont regroupé une centaine de femmes de diverses structures de la vie d'Issuro en présence du président de l'Assemblée provinciale et d'autres personnalités. Et notre atelier est celui ouvert ce mardi 12 avril dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, par le corps des inspecteurs venus de Kinshasa. Ces travaux sont organisés à l'intention des cadres de l'action Maman Denise Nyakerouti, c'est que j'ai les détails dans ce reportage. La coordination provinciale des actions de Maman Denise Nyakerouti Sekedi pour le développement communautaire intégral organise dans la ville de Bukavu au Sud Kivu du 12 au 13 avril 2022 un atelier idéologique pour ces cadres. Une centaine de cadres venus des territoires et villes du Sud Kivu sont à l'école du savoir à l'hôtel Boulungu de la commune d'Ibanda. L'atelier est un mode participatif où les participants s'expriment en toute démocratie sur la réalité de vie de la population. Les participants ont reçu le mardi 12 avril les enseignements sur le patriotisme comme l'a précisé l'inspecteur Franklin Osongo. Nous sommes en train de soutenir l'œuvre du président de la République. Nous intervenons maintenant dans des domaines humanitaires. Nous aidons les vulnérables, les veuves, les filles et mères et tout consort. Ils sont nombreux.
Sous la supervision du coordonnateur provincial, le révérend pasteur Bonane Kakinya, cet atelier est animé par un corps d'inspecteurs en provenance de Kinshasa au Bureau national des actions de Mama Denise Nyakiro pour le développement communautaire et intégral, composé du formateur Samuel Lebake et de l'inspecteur Franklin Osongo. Pendant ce temps, la Cour d'appel de Lomami a rejeté la requête du mouvement congolais pour la Renaissance sollicitant l'annulation de la candidature de M. Edouard Moulumba au poste de vice-gouverneur. Depuis Cabinda, le point avec Jean-Patrice Ilunga. En matière de contentieux électoraux, ce mardi 12 avril 2022, suite à la requête du parti MCR du 5 avril dernier portant invalidation de la candidature d'Edouard Moulumba Modiandambou au poste de vice-gouverneur sur la liste RDT aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province prévue le 6 mai prochain, la Cour d'appel de Lomami vient de déclarer irrecevable la requête du parti politique MCR contre la candidature d'Edouard Moulumba Modiandambou pour défaut de qualité dans son arrêt de ce mardi 12 avril 2022. De ce qui précède, la Cour dira irrecevable la requête du parti Mouvement Congolais pour la Renaissance MCR pour défaut de qualité. Par ces motifs, la Cour d'appel de Lomami, faisant office de cour administrative d'appel, siégeant contradictoirement en matière de contentieux de candidature à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur, le ministère public, entendu en son avis, déclare irrecevable la requête du parti politique dénommé Mouvement des Congolais pour la Renaissance, MCR en sigle, pour défaut de qualité. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. Ainsi donc, la candidature de M. Edouard Moulumba Modiandambou au poste de vice-gouverneur sur la liste RDT reste maintenue pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province fixées le 6 mai prochain. Nous ne sommes pas à une quelconque libération du prévenu Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État condamné dans le procès de 100 jours. En tout cas, la Cour de cassation a rejeté la décision de la Cour d'appel. Parmi les avocats de la défense, Maître Pouloussi et K.E. Hugues, il explique ici la décision de la Cour de cassation et la prochaine démarche pour la réouverture du procès pour dissiper tout malentendu. On l'écoute, il est au micro de Séverine Pascal Katanda. L'arrêt qui avait condamné le président Kamerhe à 13 ans vient d'être annulé pour violation de l'article 104 alinéa 3 du Code des procédures pénales. Et vous savez, les juges de cassation, c'est un juge de forme. Il analyse la violation de la loi et voit dans quelle mesure, suivant les orientations de cette loi, à pouvoir casser avec renvoi ou sans renvoi. Le premier président qui a prononcé cet arrêt avec les autres membres de la composition ont tenu à ce que, en toute diligence, que l'affaire soit renvoyée, signifiée au parti et fixée par décret la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Cette fois-ci, on va revenir sur les fonds pour analyser les différentes accusations contre notre client. En fait, c'est ça l'état des droits. On l'a prôné. C'est d'ailleurs même les motifs de notre pourvoi en cassation par les versets cours de cassation. Puisqu'on croyait à cet état des droits, nous voilà maintenant devant un arrêt de la haute cour qui a cassé l'arrêt qui condamnait notre client, puisqu'elle a estimé que la loi avait été violée. Toujours dans l'actualité, le Sud Kivu, le Kwilu, le Kasaï, ce sont là les 3 provinces qui ont été choisies pour piloter le programme multisectoriel de nutrition et santé, ceci pour tester et développer une plateforme communautaire destinée à l'amélioration des comportements nutritionnels, aussi renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Tiens Balaka, Sandra Nyangui pour le reportage. La République démocratique du Congo est classée au premier niveau mondial sur l'échelle de l'insécurité alimentaire, avec près de 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. La malnutrition demeure aussi très préoccupante, avec 4,7 millions de personnes affectées. Notre pays est déficitaire en céréales, en légumineuses et en produits d'origine animale. La liste n'est pas exhaustive.
Des statistiques alarmantes et pour renverser la tendance, le programme multisectoriel de nutrition et santé a été initié pour tester et développer une plateforme communautaire destinée à améliorer les comportements nutritionnels et ainsi contribuer au renforcement du pouvoir d'achat de ménages. 3 provinces pilotes ont été choisies, Sud Kivu, Kwilu et Kasai. Grâce au soutien de l'FAO et de la Banque mondiale, ces projets permettra de mettre en place de façon spécifique la diversification de la diète de ménages vulnérables. Pour les directeurs de cabinet du ministère de la Pêche et l'Élevage, M. Maounina Alain, les bénéficiaires de ces projets seront variés, les services publics, les consommateurs nationaux, la population de province et de la RDC en général. Selon le chargé des opérations de la FAO RDC, M. Judical Azéou, la RDC fait face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle malgré les potentialités dont elle regorge et ses assises visent justement à harmoniser les compréhensions de l'ensemble des acteurs du projet autour de ces objectifs et de créer un cadre idéal pour exposer et examiner en détail les activités. Il appelle les participants à donner le meilleur d'eux avant de réaffirmer l'accompagnement de la FAO. Signalons que ces programmes a une durée de 5 ans pour ces 3 provinces, Sud Kivu, Kasai et Kwilu. Venons-en parlons à présent de cet incendie qui s'est déclaré au sein de la société industrielle et forestière dernièrement dans la commune de Maluku. Toutes les machines du département de cette scierie ont été consumées. Cela a suscité donc un arrêt d'activité, qui justifie la descente du bourgmestre de cette municipalité sur le lieu afin d'évaluer la situation sur le terrain. On en parle avec Serge Merlet-Mata. C'est dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 avril dernier que l'incendie s'est produit au sein de l'usine Seforco de Maluku, spécialisée dans la transformation du bois. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Entre-temps, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans la partie scierie à la suite de ces sinistres. Informé, le bourgmestre de Maluku, Jacques Mounze et Piana, s'est rendu sur le lieu pour évaluer les dégâts et s'imprégner des causes de cet incendie non élucidé et apporter un réconfort moral. C'était dû à un Indien qui achète de mitraille. Lorsqu'ils ont commencé à couper les mitrailles, les flammes là, ça causait à propos de copons. Maintenant, ça a eu des flammes et c'est pour cela le département scierie a été brûlé avec toutes les machines. L'Indien là, il est maintenant au niveau de la police. Malheureusement, il y a la société pour le moment, ça ne fonctionne plus. Un peu plus tôt, Jacques Mounze et Piana avaient initié une forte mobilisation autour des changements de mentalité et à l'assainissement des milliers de vies sur la route Moulélé. Partie de la maison communale jusqu'au carrefour des zones 6, les bourgmestres de la commune de Maluku a concentré ses énergies essentiellement sur les travaux d'évacuation des immondices sur la voie publique. Un appel a été lancé à tous les habitants de cette municipalité en vue de participer à cette opération. Ces travaux vont donc se poursuivre étant donné qu'ils s'inscrivent dans la vision de l'autorité urbaine. Maluku Bopeto a été organisé en collaboration avec la fondation Fabien Mumba Nikisi. Une délégation des entrepreneurs turcs était à la rencontre des orphelins de l'Isanga, classés parmi les catégories vulnérables. Ces derniers se sont réjouis de cette visite. D'autres précisions avec Virginie Lofembe. Après des multiples gestes de générosité entre Luxembourg et Kinshasa, l'entrepreneur international Emar Koskou a effectué une descente sur Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, afin de palper du doigt les réalités ainsi que les conditions de vie dans lesquelles évoluent les orphelins du centre orphelinat Lisanga Yaklistou, situé dans la commune de Ngaba. Il n'était pas venu les mains vides. Notre collaboration a commencé il y a un an. Nous avons pris contact via les réseaux sociaux avec l'orphelinat. C'est le destin qui nous a ramenés jusqu'ici. Notre but, c'est d'aider les orphelins plus que possible. Nous avons donné priorité ici, car je souhaiterais rencontrer l'excellence président Félix-Antoine Tshisekedi et lui tenir un mot pour le soutien des orphelinats et de nous mettre à disposition un terrain à bâtir pour que nous-mêmes, nous puissions financer l'orphelinat et un axe de jeu pour les enfants sur le terrain. Hormis le souhait de voir le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Congo afin d'échanger sur l'avenir des orphelins de Kinshasa. L'entrepreneur international a ressenti le besoin de construire un orphelinat moderne, donc l'acquisition d'un terrain bien approprié est envisageable. Et quand on nous a dit vraiment le besoin primaire qu'ils avaient, on s'est dit tiens, mais voilà, l'éducation, notre conscience nous a empêché de ne rien faire. On s'est dit on doit aller de l'avant, on doit aller sur le terrain. Nous sommes là pour un avenir meilleur, oui, mais à côté de ça, c'est de les soutenir psychologiquement, moralement et économiquement. Cependant, les besoins des enfants orphelins et abandonnés sont énormes étant donné que certains d'entre eux sont scolarisés. UDPS Kibassa a célébré le week-end dernier le 19e anniversaire du procès de Frédéric Kibassa Maliba. Cette année encore, la célébration a été éclatée. Militants, cadres, sympathisants, membres de la famille et invités étaient présents au siège du parti pour une messe d'action de grâce consacrée au message de victoire de Jésus. Occasion pour les femmes de cette formation politique de clôturer le mois de la femme. On y reviendra avec force d'État dans nos prochaines éditions d'information. Et puis pour clôturer cette édition d'information, un communiqué de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP en sigle. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP organise ce vendredi 15 avril 2022 de 10h juste à 14h juste au chapiteau de l'hôtel Pullman. Un dîner-débat sur le thème « Les objectifs et priorités des missions de l'IGF dans les établissements publics et entreprises du portefeuille membres de l'ANEP ». Ce dîner-débat connaîtra l'intervention de M. l'inspecteur général des finances, chef de service. Ils sont conviés les membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du portefeuille, les directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers, les commissaires aux comptes, les trésoriers, les chargés de fiscalité, les conseils juridiques. Pour les modalités de participation à cette activité, nous vous prions d'entrer en contact avec le secrétariat exécutif de l'ANEP, 6 avenue Lokele, numéro 36C, commune de la Gombe, ou appeler au numéro plus 243 82 09 01 360 ou encore au plus 243 90 43 73 112. Fait à Kinshasa le 13 avril 2022, l'administrateur secrétaire exécutif Patrick Ngoulou Mbioba Woul. Fait donc de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la RTNC. Retrouvez Françoise Bouelawaki à 20h pour la grande édition. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.